Le débrief de cette UFC 308, Alex Herbinet est tout plein d'émotions parce qu'effectivement, c'est une défense, mais on a l'impression que c'est une passation de pouvoir aussi. Volkanovski qui a l'air presque tout heureux qu'il soit le prochain adversaire d'Ilia Topuria. La suite aussi, on va se la poser pour Max Holloway parce que quand vous êtes en montée, tout va bien, mais quand vous êtes à la deuxième place et qu'il y a cet aveu d'impuissance, c'est plus difficile. On posera la question à Taylor Lapillus pour les combattants et on va revoir le début de ce combat, Herbie, où il sait sortir de ses coups en ligne, il se sert de son envergure, Max Holloway, de ses 10 cm supplémentaires. Il fait tout ce qu'il faut, lui, finalement, dans la position du toréador. Il n'a pas accepté ce défi des 10 premières secondes et il a bien fait parce que c'était pas son combat, Max Holloway. Mais oui, il fait tout bien, Tom. Il sort bien de côté, latéralement et non pas en ligne, ce qui avait été un des problèmes de Volkanovski, notamment dans le combat contre Topuria. Il utilise beaucoup, on en avait parlé avec Baba et Antoine Simon dans le Fighter Club, les stomp kicks, ce stomp kick sur la jambe avant, qui est très en avant dans la posture d'Ilia Topuria. Le pied en avant pour écraser ce genou. Exactement, il sort, il utilise son jab, il se déplace, il rentre pas dans cette bagarre à mi-distance dont parlait Taylor parce que c'était le combat d'Ilia Topuria. Il fait tout bien, sauf qu'en face, une fois que ça touche, ça touche tellement fort. Taylor, il l'a dit pendant l'interview, c'est ce bras arrière où il a vu le visage de Max Holloway, vraiment, qui a senti cette puissance. Il y avait l'odeur du sang derrière pour l'accélération. C'est la confiance qu'il a en lui, c'est-à-dire qu'en fait, il a senti qu'au moment où il avait touché, qu'il se passait quelque chose et derrière l'accélération. On l'a tous senti, Taylor, parce que nous aussi on l'a senti, on était derrière l'écran, on a vu sa jambe a fléchi un moment. Et encore une fois, il y a cette frappe, mais il y a ce qui suit derrière, c'est-à-dire qu'au moment où il arrive à le coincer dans le coin, la combinaison qu'il lui met derrière va vraiment aider la suite au moment où il va venir mettre ce crochet à la tête qui va mettre KO Max Holloway. Mais c'est clair, on l'a tous vu les gars, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Max comme ça, avec la jambe qui part comme ça sur un coup. Et derrière la combinaison, tu le dis Taylor, mais il va en haut, il va en bas, il l'enchaîne tellement bien, il n'y a plus qu'à mettre le crochet gauche et à dire au revoir, on éteint les lumières. Antoine, sur son intérêt pour la catégorie des moins de 66 kilos, ou ça peut faire comme chez les moins de 93 où il y a un épouvantail et les autres ? Non mais en fait là on reprend le même schéma qu'on a eu par le passé. José Aldo était champion pendant de longues années, un jour il perd sa ceinture. D'ailleurs Holloway l'a battu 2 fois pour la ceinture. On a fait pareil avec Volkanovski et là on va faire pareil en fait. Il va prendre Volkanovski une deuxième fois. Il va assurer sa place en haut de la catégorie et après on va attendre que la nouvelle génération arrive. Alors la nouvelle génération elle est déjà là, on peut mentionner Diego Lopez notamment. Qui était aux premières loges d'ailleurs pour ce combat. Est-ce qu'il est prêt pour Topuria ? Je ne suis pas sûr encore. Mais maintenant, il n'est pas très loin non plus d'un combat pour le titre. Et ça, c'est la nouvelle génération de la catégorie des moins de 66. Et Volkanovski, il a pris le temps, il a bien compris qu'il fallait courir vite dans la cage et pas laisser Diego Lopez monter pour l'UFC à Perth début février. Il est plus petit, il peut se faufiler. Messieurs, puisqu'on parle de combat pour le titre, il y en a un qui se replace. Dricus du Plessis face à Sean Strickland, ça s'est acté pour les moins de 84 kilos. J'ai envie de penser à Nassourdine Imavov, mais là, je crois que derrière ce du Plessis-Strickland, on va être de nouveau sur des demi-finales, des title eliminators, messieurs. C'est un bordel cette catégorie, enfin un bordel dans le bon sens, ça nous excite. L'UFC a dit que ce serait Sean Strickland pour Dricus du Plessis. Moi j'ai bien envie de voir Chimaev contre du Plessis dans le premier round avec le style atypique de du Plessis. Ça donnerait quand même un combat très explosif, mais il y a une galère et je persiste à dire il va falloir régler ce problème. Quand on est une compagnie américaine, c'est difficile d'avoir son champion qui ne peut pas venir défendre sa ceinture chez vous. Ouais. Chimaev, l'UFC il l'a dit Chimaev, l'UFC lui avait promis un title shot après Burns et après Ousmane et l'UFC lui a pas donné ce title shot à chaque fois. Donc, à la méritocratie, il l'a maintenant. Il le mérite. On revoit ça, messieurs. A priori, la pression sur la mandibule, Rob l'a senti, Herbie me le disait, il l'a dit à son coin, j'ai ma mâchoire qui est à minima luxée, voire fracturée. Au niveau du condyle de l'articulation, c'était trop dur, trop fort sur cette contrainte. Je pense qu'il s'est passé quelque chose en effet, c'est-à-dire que... Alors après, il y a la pression, encore une fois, qu'a dans les mains et les bras Chimaev. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où il met de la pression, je pense qu'il y a aussi... il s'est un petit peu affolé, Whittaker. Il a dû ressentir quelque chose dans son cou, dans sa mâchoire. Un truc pas normal. Pas normal. Qui fait qu'il tape tout de suite parce que à ce niveau-là, on ne fait pas ce genre de choses. Donc il y a juste passé quelque chose. On en saura plus dans les jours qui viennent sur qu'est-ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Mais très clairement, je pense que la pression qu'il met au moment où il attrape l'étranglement arrière a fait quelque chose. Alors on va le revoir, ça va très très vite d'ailleurs. Et en plus, c'est au moment où il place le bras. Il n'y a même pas de coup
a priori qui arrive avant, voilà, c'est ces petits coups-là. Et regarde, il a à peine placé le bras qu'il a tapé. Ouais. Et il tape un peu en panique. Ouais, un peu en panique. Donc à mon avis, comme tu le disais Taylor, il a dû sentir quelque chose. Il a dû, il y a un truc qui va pas dans ma mâchoire. Et en faisant la pression sur la mâchoire, il a dit ça va pas, c'est pas parti dans le bon sens. Ce genre d'étranglement-là, les combattants tapent sur la longueur. C'est-à-dire que quand ça dure sur la longueur, il faut quand même plusieurs secondes avant d'arriver à la douleur qu'il y a comme sur le Conor menton. McGregor par exemple contre Khabib. Mais là, ça se fait quasiment tout de suite. Les cervicales dans un sens, la pointe du menton dans l'autre, et vous avez le haut avec ce muscle masséter et le haut du condyle, l'articulation, elle peut péter assez rapidement, mais il y a la panique à tout ça en même temps. Je crois que Taylor, Antoine aussi, il faut le dire, le gars a un squeeze de malade. Enfin, la pression qu'il met avec la force qu'il met quand il serre, je crois que c'est d'un autre monde en fait, et qu'on a peut-être pas d'équivalent, en tout cas pas beaucoup à l'UFC. Et Robert Whittaker, il n'avait jamais été soumis, je crois, en 22 combats. Donc c'est une force de la nature. Rob Whittaker, Max Holloway, un petit peu le même rôle, chacun dans leur catégorie, gatekeeper désormais. Ils étaient très bien classés tous les deux et malheureusement, surtout pour Holloway je pense. Holloway là c'est très compliqué, c'est que en fait les deux personnes qui sont devant lui, c'est deux hommes qu'il n'arrive pas à battre. Ouais. Et donc il va être obligé de se taper tous les gens qui arrivent d'en dessous, qui n'arriveront pas à le battre a priori, parce que Holloway c'est quand même ça, c'est un vrai problème pour tout le monde. Et pour ce qui est de Whittaker, je suis pas sûr, pareil, cette défaite va lui coûter très cher. Il met du temps à remonter à chaque fois. Il remonte à chaque fois, mais il met un certain temps à remonter et quand il arrive au sommet, il retombe aussi vite qu'il est monté. Il y a un homme qui va faire un bond au classement et à qui on va offrir sans doute un nom, un identifiable, quelqu'un de grand. C'est en début de main card, Sharapoutin Magomedov. C'est la même catégorie, Tom, c'est la même catégorie des moins de 84 où il y en a beaucoup de gens qui montent. Nassourdine Imavov que tu as cité, Caio Borralho qui arrive, qu'est-ce qui est cinquième. On a du monde derrière, c'est la catégorie de Bonical, on l'oublie, mais le petit phénomène américain qui arrive. Et Sharapoutin, quand on fait ce double back fist et qu'on fait un walkout KO, puisqu'il repart vers l'arrière, persuadé que l'arbitre va arrêter, c'est ce qui se passe. En effet, on va l'accélérer très fort. 4e victoire de suite à l'UFC. Ça semble un combat dans le Taylor, il a acheté une pièce en l'air là pour nous tenter ce spinning back. Non, je pense qu'il a tenté. S'il y a des choses qui se passent comme ça en combat où vous réfléchissez pas forcément, c'est l'instinct qui prend le relais, ce fameux instinct de combattant. Et il passe le premier qui est bloqué et derrière il se dit bon pourquoi pas renvoyer de l'autre côté. Et ça touche assez bien. Et je pense que pareil, il a senti que ça avait bien percuté parce qu'il sent le choc dans son bras, il voit le Petrosyan tomber. Et tout de suite, il s'en va. Et là, c'est malin de la part de Magomedov. Je pense qu'il a, avec cette réaction-là, quelque part un peu poussé l'arbitre à stopper le combat. Ouais. Et puis Taylor, t'as vu, il y a cette feinte de genou juste avant qui fait monter le genou de Petrosyan. Et lui en profite. Il est déséquilibré en fait sur le deuxième back fist et ça passe crème quoi. Exactement, le premier est bien bloqué, mais le deuxième, il arrive. Ouais, mais il y a quand même au-delà du déséquilibre, il y a la précision du coup qui arrive plein menton. En plus, il l'amène vachement bien avec cette feinte de genou, tu vois, pour l'amener. Qui est folle. Messieurs, j'ai été rapidement. Évidemment, Nassourdine Imavov est plus haut que Sharapoutin Magomedov, mais par rapport au combat qu'on a vu avec Chimaev, parlez-moi de l'équation pour Nassourdine Imavov. De voir Chimaev bondir comme ça n'est pas une bonne nouvelle. Bah écoute Thomas, non, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout que le dernier combat était à Paris pour Nassourdine Imavov, donc c'est un combat qui gagne, mais qui gagne à la décision. Et là on a Khamzat Chimaev qui a un très très gros aura, qui est une véritable superstar à l'UFC et d'ailleurs j'ai envie de dire à travers le monde. Là il gagne avec une grosse performance en battant Robert Whittaker au premier round par étranglement dans un combat qui a été véritablement à sens unique. Donc je pense que ça vient de le propulser sur le titre. Maintenant il y a un élément qui joue en faveur de Nassourdine, c'est que Chimaev a de très gros problèmes pour pouvoir voyager. Donc le faire combattre pour le titre, d'accord, mais où, comment et qu'est-ce qui se passe s'il met la main sur la ceinture? Parce que s'il faut attendre Abu Dhabi l'an prochain au mois d'octobre, puisqu'on rappelle que son dernier combat c'était octobre 2023 à Abu Dhabi, on a un problème quand même. Alors moi je serais vraiment, si Nassour National peut obtenir Adesanya début février en Australie, on est preneur parce que c'est le genre de victoire, s'il obtient une victoire dans un combat comme ça, qui peut le remettre dans les discussions avec Khamzat Chimaev. 19 événements désormais à Abu Dhabi, et Charles Chevalier me le précise, on vient 2 fois par an dans les Émirats Arabes Unis, effectivement, désormais. Antoine Simon, quel est le temps le plus fort de cette soirée? C'est Ilia Topuria parce qu'on se dit ce combat il est difficile à prédire et finalement il éteint la lumière? Oui, parce que autant la victoire de Chimaev est impressionnante, autant il y a quand même un sentiment
d'un combat pas abouti en fait. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'on n'a pas eu le combat qu'on voulait, alors que Topuria, Holloway, on a eu le combat qu'on attendait. Chacun a pu faire valoir ses armes et on a vu que les armes de Topuria étaient les meilleures. Et encore une fois, on parle d'un passage de témoin entre deux générations de combattants. Et Topuria, on peut se tourner vers lui comme l'avenir de l'UFC parce qu'il a le trash talk, il a les performances dans la cage. En plus, il met la lumière sur l'Espagne, qui était un pays qui était un peu mis à l'écart depuis des années. Aujourd'hui, on va a les un prochain voir. événement à Madrid, je vous le garantis. Ah bah oui, ça va arriver. Et donc en fait, ça 2025. débloque plein de choses en fait cette victoire de Topuria. La rumeur parle déjà du mois d'avril. Il y avait un journaliste espagnol qui avait sorti cette rumeur pour un événement en Espagne. On y va tout droit, clairement. Mais c'est tout ce qu'ils ont dit là. Le combat était tellement attendu. Il a éteint, je sais qu'on regarde tout ça depuis très longtemps, messieurs, le MMA et l'UFC. Il a éteint Max Holloway. Il a éteint le chouchou de toute une génération et de beaucoup d'entre nous. C'est une dinguerie ce qu'il fait ce soir. Tu le disais, Tom, c'est une catégorie quand même. On aura eu Aldo, McGregor, Holloway, Volkanovski et maintenant Topuria avec ce qu'il va faire encore derrière. C'est une caté où il n'y a que des rois qui ont la couronne des moins de 66 à l'UFC. Ils sont adaptables tout le temps, les reporters, les GRI, les monteurs, l'équipe de Nathan Franchi, mais je ne sais pas s'ils vont mettre ce temps fort-là dans MMA, le film, le 7 novembre prochain à 21h. On va vous présenter un film où les 4 dernières années sont absolument ahurissantes. Depuis que le MMA est légalisé en France, ça s'est globalisé et la France est vraiment partie prenante dans cette mondialisation. Le lendemain matin, à 9h, la série de Netflix Monde La Cage, produite et réalisée par Franck Gastambide, à partir de 9h. L'incontournable, c'est de tout comprendre avec MMA le film, et ensuite vous avez la fiction qui dépasse la réalité le lendemain. Attrapez votre téléphone, saisissez ce QR code parce qu'on vous offre l'opportunité ou d'assister à l'avant-première de La Cage dans un très beau cinéma parisien le 4 novembre prochain, ou d'être avec nous sur ce plateau le 7 novembre avec nous et les acteurs de la série. Thomas, tu veux dire que le vendredi 8 novembre au matin, je pourrais écouter Antoine, Taylor et toi en version allemande ou japonaise, par exemple, si je veux sur Netflix ? avec des sous-titres. Nous, on reste Enfin, eux sont restés en français. Moi, j'ai un petit peu joué en anglais. Merci Antoine, merci Taylor. Je vous garde juste sous la main parce qu'il y a ces rendez-vous-là. John Jones face à Stipe Miocic, oui, on l'aura. 1 an plus tard, parce que c'était programmé au Madison Square Garden il y a 1 an, il y aura Michael Chandler contre Charles Oliveira dans cette même soirée. John Jones n'a plus combattu depuis l'UFC 285 contre Cyril Gane. Pour revoir Cyril Gane, justement, ce sera l'UFC 310 le 7 décembre, donc le 8 décembre pour nous. Bon gamin contre Alexander Volkov. Il avait fait peut-être l'un de ses plus beaux combats contre l'homme et ses 2 mètres Alexander Volkov dans sa quête d'un combat potentiellement contre Tom Aspinall. C'est lui. Et puis le dernier rendez-vous de l'année, le gros rendez-vous à Paris La Défense Arena. Marseille vient se déplacer contre Paname avec une carte très francophile pour le KSW 101 puisque Varela va affronter Saladin Parnasse pour tenter d'aller prendre la ceinture des moins de 70 kilos. On ne détrône pas Saladin Parnasse comme ça. Le prototype le sait éperdument. Mais merci Alex Herbinet. Merci à toi Thomas. Merci Antoine Simon, merci Taylor Lapillus, Laurent Duplouy pour l'équipe éditoriale, Maxime Vedren à la réalisation. On se retrouve très très vite pour plus de MMA. N'oubliez pas MMA le film et puis la série de Franck Gastambide, La Cage. Il y a de gros événements en ce moment dans nos cages. À très vite.